Salut à tous, c'est Hurricane et me revoilà pour ma deuxième vidéo. Comme promis, ce sera une vidéo sur mon accident de cet été et comment j'ai évolué, comment j'ai grandi de tout ça. Et en fin de vidéo, il y aura une partie sur mes projets actuels et où j'en suis dans la réalisation de ces projets. Alors, donc toute cette histoire, elle commence le 17 juin 2019 et tous ceux qui ont passé le bac se souviennent peut-être que le 17 juin, c'est le premier jour. Le jour du bac de philo pour les bacs généraux et donc le bac de philo qui se passe plutôt bien le matin sans trop d'accro, mais le midi j'ai pas très faim comme ça arrive et je décide de peu manger parce que j'ai pas faim et donc l'accident il survient en fait le soir. Je suis à la salle de bain avec un ami qui s'appelle Melvin. Melvin, bonjour à toi si tu passes par là et merci pour tout. Cet ami, il m'a sauvé la vie en quelque sorte parce que ce soir-là, je fais un malaise vagal, rien de très grave, sauf que je tombe contre un lavabo et du coup, je me tape la tête contre le lavabo, donc, ce qui n'est pas déjà très encourageant pour la suite. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? En fait, au début, rien. Je me relève, je retourne dans ma chambre et je retourne au lycée pour aller manger et puis ensuite pour revenir à l'internat. Sauf que en retournant au lycée, alors qu'au début j'ai pas trop mal à la tête, en retournant au lycée, je commence à prendre très mal à la tête. Et là du coup, je dis à mes amis, Melvin et Robin, faut appeler les pompiers parce que là je commence à avoir vraiment mal, j'ai pas envie de prendre de risques. Donc on appelle les pompiers. Moi je m'allonge sur le banc et je commence à m'endormir, j'ai besoin de repos, je sens que je suis fatigué. Heureusement Melvin a passé son BNSSA, il s'y connaît en secourisme et il me force à rester éveillé. Et à ce moment-là, moi, je rentre dans le camion de pompiers quand ils arrivent, j'ai un vague souvenir et après c'est le trou. Là, je me rappelle pas. Donc ce que je vais vous raconter là, c'est ce qu'on m'a rapporté, ce que ma copine, mes parents et Melvin m'ont rapporté après l'accident en fait. Donc une fois rentré dans le camion de pompiers, je suis transféré aux urgences à Châlons. Et donc j'arrive aux urgences, je hurle à la mort parce que j'ai trop mal à la tête, ça je m'en rappelle pas du tout. Mais l'infirmière dit simplement, bon bah on le garde en observation cette nuit, on va faire des tests. Et puis demain, on le lève pour qu'il aille faire son épreuve d'histoire géo. Parce que a priori, il n'y avait pas vraiment de difficultés. C'est là que les soucis arrivent. Dans la nuit, peut-être à 21h, 22h, je fais un IRM. Ils attendent les résultats de l'IRM et quand ils ont les résultats de l'IRM, c'est très clair. J'ai un hématome extradural, donc à l'extérieur du cerveau, ce qui est une bonne chose. Normalement, il y a des hématomes extraduraux du coup, qui font qu'on reste une semaine à l'hôpital et puis après on ressort et tout va bien. Sauf que là, moi j'ai un énorme hématome qui fait que je suis transféré d'urgence au CHU de Dijon pour être opéré. À ce moment-là, je suis donc opéré tout là, on m'ouvre la boîte crânienne, on m'enlève l'hématome et on referme. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, j'ai un trou. Non pas une bosse, mais j'ai un trou parce qu'en refermant la boîte crânienne, évidemment, il y a des séquelles, il y a des choses qui se remettent pas droites. Donc voilà, donc ce trou, je l'aurai à vie. Ensuite, comment ça se passe? Moi, je me rappelle pas non plus du tout début. En fait, je passe 7 jours en coma. À ce moment-là, mes jours sont en danger. Les médecins ne savent pas si je vais me réveiller un jour. Peut-être que je peux mourir. Ensuite, que se passe-t-il? Je me réveille de mon coma. Mais là encore, les médecins ne savent pas ce que je vais devenir. Peut-être que je vais rester un légume toute ma vie, parce qu'au moment où je me réveille, j'ai déjà peu de conscience, je suis à 20 minutes de conscience par jour, et même si je suis conscient, je suis hémiplégique, donc je bouge plus tout le côté gauche. Évidemment, je suis allongé, je parle pas et je ne mange pas. Je suis alimenté à la sonde nasogastrique. Mon pire souvenir de l'hôpital. Et enfin, progressivement, on arrive au 10 juillet à peu près, et je recommence à marcher un petit peu avec les kinés, etc. C'est à ce moment-là que ma mémoire revient progressivement. Avant, je me rappelle pas. Et donc, après le 10 juillet, je recommence à faire toutes les choses que je savais faire, en moins bien. J'ai besoin d'aide, mais voilà, je recommence à marcher avec les kinés entre les barres. Évidemment, je peux pas marcher seul sans rien. J'ai besoin des barres pour m'aider, j'ai besoin de rampes. Vous savez, les barres, c'est comme on voit dans les films souvent où il y a des patients en rééducation. En fait, c'est 2 barres parallèles et on marche comme ça en se tenant un peu aux barres. Ensuite, du coup, il y a, comme je vous ai dit, la parole. La parole, je ne l'ai pas encore retrouvée. Je sais pas parler, donc je peux pas communiquer, excepté par écrit sur une ardoise.
Donc c'est quand même très compliqué. Et enfin, pour manger, depuis peu de temps avant le 10 juillet, j'ai recommencé à manger un petit peu. Au début, forcément, en fait, comme j'ai été touché au cerveau, ma déglutition a été touchée. Donc je bavais constamment quand j'étais dans le coma et puis un peu après. Et puis j'ai retrouvé progressivement ma déglutition. Et un jour, comme de nombreuses fois auparavant, j'ai arraché ma sonde nasogastrique. Et je leur ai dit cette fois, laissez-moi manger, faites-moi confiance. On a essayé et je me suis remis à manger. Donc au début, c'est des aliments moulinés, etc. On ne mange pas de choses dures évidemment parce que c'est dangereux. Le 18 juillet, je suis transféré en centre de rééducation. Ça fait 2-3 semaines que mes parents attendent ça, mais comme je suis pas majeur, c'est la galère de trouver une place, donc il faut que j'attende le 18 juillet. Donc je vais en centre de rééducation, et là je suis frappé par justement l'état des patients qui s'y trouvent. Parce qu'en réalité, comme moi je vous l'ai dit, ça a été très long pour que je puisse y arriver comme j'étais pas majeur, et ben en fait, normalement les patients qui arrivent en centre de rééducation, ils sont encore dans un moins bon état que moi. Donc là, à ce moment-là, c'est un petit peu difficile parce qu'en fait, moi j'ai l'impression d'aller super bien par rapport à tous les autres qui sont là et du coup c'est difficile à gérer parce que j'ai l'impression de pas aller bien, il faut que je fasse des efforts, mais en même temps je peux pas me plaindre parce qu'il y a bien pire comme situation. Donc c'est un petit peu difficile. Il faut savoir qu'à l'époque, je ressemble à rien. En réalité, ils ont dû me raser pour m'opérer, évidemment, hein, les cheveux sinon ça gêne trop. Donc j'ai été rasé à blanc pour me faire opérer. On voit encore très légèrement la cicatrice, mais je peux pas vous la montrer là parce qu'on la voit pas, elle est sous les cheveux. Enfin, dernière chose, due à l'opération, donc ils ont enlevé l'hématome qui est à l'intérieur du crâne, mais par contre l'opération en a généré un nouveau qui est entre le crâne et la peau. Donc au début j'ai vraiment une énorme bosse. Juste après l'opération j'avais presque une deuxième tête ici en fait. Et puis après, progressivement, la bosse s'est rétractée et j'avais juste entre guillemets une bosse qui était quand même assez énorme. Je comptais vous partager ça quand même, mais j'en avais déjà parlé dans la première vidéo. Je vais pas vous montrer les vidéos de mes premiers mots, etc. Parce que c'est des images qui sont un petit peu difficiles à voir. Et potentiellement, je rajouterai au montage un extrait de la vidéo de mes premiers mots où je vous mettrai juste une image pour voir à quoi je ressemblais à cette époque-là. Et c'est vraiment pas beau à voir. J'ai l'air vraiment malade. En plus, évidemment, j'étais nourri à la sonde nasogastrique, mais c'est pas terrible. J'ai été alité pendant un mois. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je suis devenu très très chétif. J'ai perdu 9 kilos. Déjà que j'étais pas gros du tout. Et donc là, je suis vraiment... je suis maigre, je suis pâle. J'ai une bosse sur la tête et le crâne rasé. Donc c'est vraiment... donc je mettrai juste une image. Parce que parler, même moi, elle me fait du bien à voir. Parce que ça me rappelle des souvenirs assez dingues. Mais en même temps, elle est assez difficile honnêtement à voir. Parce que j'avais une voix qui sortait pas du tout en fait. J'avais une voix très monocorde qui était très compliqué pour moi de parler. Mais voilà, après c'est revenu avec le temps. J'arrive donc à Divio en centre de rééducation et là à ce moment-là, l'avantage c'est que j'ai plein de rééducation. Je fais de l'orthophoniste, de la neuropsychologie, de la kinésithérapie, l'ergothérapie. L'ergothérapie c'est la kinésithérapie mais pour les mains et pour les membres supérieurs en fait. Et j'ai de l'APA, donc activité physique adaptée, donc en fait c'est du sport adapté à ton handicap. Donc ça c'est pas mal parce que ça m'a permis de me remettre au sport et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, je remercie aussi mes profs d'APA si jamais vous voyez cette vidéo. Et je remercie d'ailleurs tous les thérapeutes qui m'ont suivi, que ce soit Anne, ma kiné, Elsa, ma neuropsychologue ou Myriam, mon ergothérapeute, ainsi que d'ailleurs Aline ou Anso qui étaient mes kinés à l'hôpital. Donc ça vraiment c'est très important pour moi et ça m'a beaucoup aidé. J'ai énormément progressé grâce à moi on va dire. Les médecins ont tous été choqués des progrès que j'ai fait. En réalité, au début de mon hospitalisation, quand je me suis réveillé du coma et au bout de 3 semaines, les médecins prévoyaient 12 à 18 mois de rééducation, donc 1 an et demi. Et évidemment, vous voyez là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, c'est allé beaucoup plus vite. Les médecins ont été choqués justement par ces progrès.
Et ces progrès dus à deux choses. D'abord le fait que j'étais très sportif, je vous l'ai dit, j'étais en section sport, sportif qui compte au niveau mental, au niveau physique et au niveau justement de faire travailler son corps. D'abord j'ai un mental à toute épreuve, je suis très combatif. Deuxième chose, j'avais un corps qui avait déjà avant des aptitudes, on va dire, je l'entraînais beaucoup. Et ensuite, troisième chose, j'ai toujours été habitué à faire travailler mon corps physiquement. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et le deuxième point en dehors du sport, c'est l'entourage. Mes amis ont été très souvent là, ma copine était toujours là. Elle venait quasiment 2 fois par semaine alors qu'elle n'avait pas du tout de Dijon. Mes parents étaient toujours là aussi. Donc ça m'a beaucoup aidé et dans ce genre de moment, on a vraiment besoin de soutien. Si j'avais été seul, même avec mes aptitudes personnelles, seul, je pense que je m'en sortais pas et j'aurais peut-être même pas survécu. Je sors de Divio le 26 août, donc j'ai passé un peu plus de 2 mois en milieu hospitalier et là c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, pourquoi ? Parce que je sors et je redécouvre le monde. Ça me fait vraiment du bien, mais je suis changé en fait. Parce qu'après avoir vécu 2 mois dans le milieu hospitalier, on n'en ressort pas indemne forcément. J'ai beaucoup grandi, j'ai eu des moments à l'hôpital où je voulais partir, où je voulais tout claquer, où j'ai eu des idées noires, des idées suicidaires, parce que c'est dur quoi. Et du coup là je rentre et je fais pendant un moment une espèce de crise de sociabilité qui épuisait beaucoup mes proches. C'est-à-dire que dès que je croisais quelqu'un que je connaissais, de près ou de loin, j'allais le voir pour parler. Parce que j'avais envie de parler aux gens. J'étais trop content de pouvoir revoir des gens, pouvoir discuter. Pas juste aux gens qui viennent me voir, mais juste pouvoir parler à des gens que je connais. Je trouvais ça trop agréable. Donc il y a eu une période où je faisais ça tout le temps. Ça durait peut-être un mois. Et puis ça s'est arrêté progressivement. Ensuite, à ce moment-là, il faut savoir qu'il me reste encore une chose, vous l'avez bien compris, j'ai passé que de la philo pour le bac. Alors évidemment, j'ai pas envie de refaire une première. Alors qu'est-ce que je décide de faire ? Mes parents m'avaient inscrit au préalable et heureusement à la session de bac de septembre. Et donc comment ça se passe ? Je passe le bac en septembre, du 10 au 16 je crois bien, et j'ai rien révisé parce que vous vous en doutez, après 2 semaines d'hospitalisation, après 2 mois d'hospitalisation, on n'a pas envie de passer 2 semaines à réviser. Donc évidemment, moi ça fait 10 ans que je sais que j'ai des facilités, que j'ai de la chance, j'ai beaucoup de mémoire, beaucoup de logique, des facilités en raisonnement, et donc je me dis, j'ai pas envie de me prendre la tête, si j'ai pas la mention que je veux, tant pis, mais voilà, moi je veux profiter de mes proches plutôt que de réviser 2 semaines pour le bac. Au final, ça se passe très bien, j'ai beaucoup de chance. Je décroche le bac avec la mention très bien, c'était inespéré. Donc c'était vraiment un moment génial, c'était vraiment incroyable, une grande émotion. Et puis finalement, je rentre à l'université en psychologie, comme je vous l'ai dit. Et depuis, ma vie suit son cours, normalement. Parce que voilà, ça y est, j'ai le bac. Donc maintenant, tout est fait pour reprendre ma vie comme elle l'était avant. Et depuis très longtemps, j'ai un rêve en tête depuis que je suis petit. J'aime tout ce qui est artistique, je vous l'ai dit. Depuis très longtemps, je me dis, mais ça doit être super cool, ça doit être trop intéressant d'écrire un livre, de le publier, de le vendre et tout, ça doit être génial. Et très souvent, j'ai essayé, mais en fait, j'ai essayé au collège, j'ai essayé au lycée, et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que en plus, j'arrivais pas trop à écrire des fictions, et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, on n'a rien à raconter. Moi, tout ce que j'avais raconté au lycée, c'était mes premiers amours du collège, du lycée. C'est pas très intéressant. Alors que là, cette fois, j'ai quelque chose à raconter. Parce que non seulement, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a l'accident, mais il y a aussi tout ce qui en résulte. Derrière, il y a comment on grandit de ça, comment on a appréhendé ça, comment on a vu nos proches, comment... Voilà. Il y a toute l'évolution à côté de ça. L'accident, en soi, c'est rien. Ce qui se passe surtout, et ce qui est important, c'est ce qui se passe après l'accident. Parce que là, à ce moment-là, c'est là qu'il y a justement des choses qui se passent. Ce qu'il y a après l'accident, chacun réagit différemment, chacun a son point de vue, chacun a ses propres agissements. Je sais qu'il y a beaucoup de gens après un trauma crânien qui ont peur et qui se disent ah non, faut plus rien que je fasse parce que c'est dangereux et je peux tomber, enfin voilà. J'ai pas du tout raisonné comme ça. C'est peut-être une chance,
Mais moi je me suis dit l'inverse en fait, je me suis dit bah ouais j'ai plein de chances que ça n'aille pas finalement aujourd'hui, du coup à l'heure qu'il est, j'ai évidemment beaucoup plus de chances que la plupart d'entre vous, sauf s'il y a des traumatisés crâniens, de refaire un trauma crânien. Parce que ça a fragilité mon crâne, mon cerveau, et évidemment je suis plus sensible maintenant. Seulement, je me dis, si on raisonne comme ça, on vit dans la peur et on fait rien. Alors que je me dis, bon, je suis plus sensible à ça, d'accord, soit. Mais en soi, par contre, on a à peu près tous la même probabilité de faire un AVC, de faire un arrêt cardiaque, de faire un infarctus. Bah ouais, mais si on pense sans arrêt à ça, on vit plus. Parce que voilà, la vie, elle est comme ça, et peut-être que ça s'arrêtera demain. Et justement, parce que ça s'arrêtera demain, moi je veux que je veux ne pas avoir de regrets en fait. Au moment où je vais mourir, je veux me dire, j'aurais fait tout ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Évidemment, j'ai 17 ans, je suis encore jeune pour avoir fait tout ce que j'avais envie de faire. Mais j'ai envie de ne pas avoir de regrets, c'est-à-dire si je pars demain, si je décède, ben j'ai envie de me dire, à l'heure qu'il est et pour le peu d'années que j'ai vécu, j'ai fait ce que je considère être honorable et ce que je considère avoir été important en fait, tout simplement pour moi. Et donc je vous invite à penser comme ça, je vous invite à réfléchir un petit peu à ça. Et évidemment il y a plein de choses qui font peur dans la vie, moi aussi j'ai peur de plein de choses. Je raisonne comme ça n'empêche pas que des fois, bien sûr j'ai peur de mourir, je me pose beaucoup de questions comme ça, un peu métaphysiques, et des fois ça me fait du mal même. Mais je vous invite à raisonner comme ça parce que vraiment vous allez vous rendre compte que finalement, évidemment, le temps peut s'arrêter à tout moment, alors profitez de celui qui vous reste. Même s'il vous reste 60 ou 20 jours, et ben profitez au mieux quoi. Et ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, j'avais le rêve d'écrire un livre. Et ce rêve se réalise. Je suis en cours d'écriture. J'ai décidé de commencer un livre sur tout ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai dit, cette fois j'ai quelque chose à raconter, j'ai quelque chose à écrire. Et du coup, je raconte un peu tout ce qui s'est passé, toute ma vie avant, parce que ça forme aussi pour ce qui s'est passé dans l'accident, après l'accident. J'ai eu ces réactions après l'accident aussi parce que j'ai vécu des choses avant qui m'ont déterminé, prédisposé à réagir comme ça. Et du coup, c'est important aussi de savoir ce qui s'est passé avant. Donc j'écris un bouquin. Là, j'ai écrit jusqu'à avant l'accident justement. Et je vais prendre une petite pause, prendre un peu de recul, et j'écrirai ensuite ce qui s'est passé après l'accident. Et j'aimerais publier ce livre assez tôt. Je pense que ça se fera pas avant l'année prochaine. J'aimerais bien le sortir avant 2021, mais je suis pas sûr que ce soit possible. Et en tout cas, c'est juste important pour moi de le faire, même si je fais 3 ventes. Ce qui est important pour moi, c'est voilà, de partager une chose. Et voilà, c'est exactement pour ça que je fais cette chaîne YouTube. C'est pour partager des choses avec des gens, des choses que je considère importantes et qui me tiennent à cœur. Donc voilà, je vous ai raconté tout ce qui s'est passé sur l'accident et comment ça s'est déroulé. J'ai essayé de faire beaucoup plus bref. Je pense que je pouvais pas trop faire plus bref parce qu'il y a quand même plein de choses à raconter, je pense que vous vous en doutez. Et en tout cas, ça fait plaisir de partager ça avec des gens. J'espère que ça vous touchera et que ça vous fera réfléchir, au moins que vous pourrez peut-être vous dire ah bah oui, ça il a un peu raison là-dessus, ou juste simplement vous dire, après avoir vécu ça, évidemment qu'on grandit et peut-être qu'on a des vues différentes sur la vie, et simplement voilà, que vous soyez conscient que on grandit tous à notre rythme, et que comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, on a toujours des choses à apprendre des autres. Et voilà, donc je suis content d'avoir partagé cette histoire avec vous. Et maintenant, bah, c'est terminé pour cette vidéo et on se retrouvera sûrement pour une prochaine que je vais tourner bientôt. J'ai déjà l'idée. Petit faux raccord, je tourne ce rush quelques jours après avoir tourné ma vidéo. En fait, j'ai parlé à un ami qui me disait tout l'impact que pouvait avoir cette vidéo sur tous les gens qui traversent cet événement, ou tous les proches de ces gens-là, parce que c'est un événement difficile et on ne sait pas toujours comment réagir. Et donc évidemment, j'aimerais du coup que cette vidéo soit utile et soit partagée. Pour cette raison, j'aimerais que vous la partagiez si vous connaissez des gens qui traversent, non pas forcément un traumatisme crânien, mais un événement similaire. Et du coup, je pense que je vous referai 2 vidéos là-dessus, sur d'abord un aspect beaucoup plus médical, où je raconterai pas tous mes ressentis, mais sur l'aspect médical pour voilà, aider encore plus les gens qui s'y retrouvent confrontés. Et ensuite,
je ferai une vidéo plus sur l'aspect moral de comment essayer de réagir au mieux après ça. Psychologiquement, c'est difficile. Donc, comment essayer de se reconstruire le plus facilement possible. Donc voilà, je pense que ça arrivera. Ce sera peut-être pas les prochaines vidéos, mais ça devrait arriver d'ici quelques temps, je pense. Donc voilà, merci pour tout et bonne fin de vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais vous demander de vous abonner encore, s'il vous plaît. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit à la première vidéo, prenez soin de vous, gardez le sourire et profitez de votre temps.